La forêt boréale nous abrite depuis la nuit des temps. On dit que lorsqu'un enfant naît sur la terre des Samis, dès sa venue au monde, ses parents le placent dans un berceau que l'on appelle Komsio, le même que celui où sa mère et sa grand-mère ont dormi avant lui. Sa fabrication s'appuie sur le parfait assemblage de plusieurs parties d'un bouleau, l'arbre le plus important de la forêt. Chacun de ces éléments protège l'enfant. Ainsi, les bouleaux de la forêt poursuivent leur vie en lui offrant un endroit sûr et réconfortant où se reposer. C'est comme si la forêt tout entière le prenait dans ses bras pour le protéger du mal. Partout sur Terre, dans toutes les cultures, des peuples ont enraciné leurs croyances dans des arbres majestueux dans lesquels ils ont vu l'origine du monde. Ces arbres protecteurs, capables de connecter la terre et le ciel, l'invisible et le visible, l'infiniment petit et l'infiniment grand, sont aujourd'hui encore chargés de mystères. Mais leur fantastique pouvoir pourrait bien s'expliquer par la vie qui trouve refuge en leur sein. Car derrière l'arbre s'étend tout un monde, toute une forêt. Aux quatre coins de la planète, des femmes et des hommes cherchent à mieux comprendre les liens subtils et secrets qui unissent entre eux les êtres vivants et les arbres dans les écosystèmes forestiers de la planète. Et leur fascinante découverte contribue à lever le voile sur l'arbre qui cache la forêt. Tout au nord du monde, existe un vaste écosystème qui s'étend sur plus d'1 milliard d'hectares et recouvre à lui seul 1/10 des surfaces terrestres de la planète. Cet écosystème, c'est la forêt boréale, la taïga. C'est la plus grande continuité végétale du monde. Elle abrite presque 1/3 de la biomasse terrestre. En certains endroits, la lumière et la pénombre, le chaud et le froid, la vie et la mort se succèdent dans des cycles aux apparences immuables, comme ici en Finlande. Et de ces extrêmes émerge un délicat équilibre où chaque espèce dépend étroitement des autres pour sa survie. Parmi les pins, les épicéas, les mélèzes et les sapins, une essence d'arbre est au cœur de ces réseaux d'interdépendance, le bouleau. Vêtu d'une robe blanche et orné de feuilles, il n'est pas le plus imposant des arbres, mais n'en est pas moins le support de tout un monde, de toute une biodiversité. C'est l'emblème de la taïga. Le bouleau est une source d'inspiration pour un peuple en particulier, les Samis, qui depuis des siècles reconnaissent en lui ses incroyables capacités à se régénérer et à prospérer dans des conditions difficiles. Il est pour eux à la fois un guide et un ancrage, un marqueur culturel et un moyen de subsistance. Nous ne pourrions pas exister sans la forêt. C'est elle qui nous protège du vent, de l'érosion et maintient l'équilibre de la nature autour de nous.
Il y a quelques générations, tout venait des forêts. Tous nos bâtiments, nos maisons, nos outils, nos moyens de transport. Presque tout était fait en bois. Le bouleau, si abondant dans nos forêts, est la matière première de notre artisanat. Au premier abord, il ne semble ni spécial ni parfait. Mais si on apprend à le connaître, alors il peut devenir un allié précieux. Pour celui qui travaille le bois, c'est une source d'inspiration infinie. Chacune de ces courbes peut donner naissance à une idée différente. Une branche peut devenir une rame de bateau. Une partie de l'arbre particulièrement droite mais courbée à ses extrémités peut devenir un arc. Tout peut être exploité. Mais si je prends quelque chose dans la forêt, je dois le faire de manière réfléchie et en pensant non seulement à mes besoins, mais aussi aux besoins de cette forêt. Un jour, mon père m'a emmené avec lui pour couper un bouleau extraordinairement grand et droit. Il était arrivé à un âge où, prisonnier au milieu d'une forêt de pins, il allait commencer à décliner et mourir. Cet arbre, c'est mon grand-père qui l'avait trouvé, quand mon père était encore enfant. Mais plutôt que de le couper, ils décidèrent ensemble de le laisser grandir et prendre de l'épaisseur. Des années plus tard, de cet arbre unique, nous avons tiré un bois d'une qualité exceptionnelle. Ainsi, ce bouleau, à travers tous les objets que nous avons fabriqués, va accompagner notre famille pendant des décennies, pour des générations. Tout comme le récit de cet arbre que grand-père a préservé pour nous. Cette histoire signifie que chacune de nos décisions, utilisées ou préservées, doit être judicieusement réfléchie et nous interroger sur ce qui est vraiment nécessaire. En pensant non seulement à soi, mais en partageant avec les autres. Il ne faut pas penser que nous sommes au-dessus de la forêt ou plus puissants qu'elle. Nous sommes ses enfants. Nous pouvons soit la détruire, soit apprendre à vivre avec elle. Les Samis se considèrent comme les enfants de la forêt. Et pour certains membres de leur communauté, le bouleau est même un maître à penser. Au cœur de la taïga vit un individu d'une cinquantaine d'années qu'on consulte parfois comme un vieux sage. Avec ses 30 mètres de haut, il n'est pas très imposant face aux géants conifères qui le toisent avec droiture et prennent toute la lumière. Pourtant, le bouleau a quelques leçons à leur donner. Contrairement aux épicéas et aux pins, pourvus d'aiguilles persistantes, le bouleau est un arbre à feuilles caduques. Chaque printemps, il en génère de nouvelles pour mieux faire face au cycle saisonnier. En été,
Ses feuilles agissent comme d'élégants petits panneaux solaires qui encouragent sa croissance rapide, tandis qu'en hiver, il les perd, afin de ne pas se laisser mordre par le froid. Ses racines sont également étonnantes. Fines et étendues, elles peuvent se déployer à proximité de la surface, permettant à l'arbre d'accéder rapidement à l'eau et aux nutriments des sols peu profonds. Mais la véritable originalité de notre bouleau, c'est son écorce blanche qui réfléchit la lumière et réduit ainsi la chaleur absorbée pendant les chaudes journées d'été. En hiver, elle permet également de limiter la fonte des neiges accumulées autour du tronc, aidant le bouleau à protéger ses racines du froid et à se confondre un peu plus dans le paysage. Ainsi camouflé, il tente d'échapper au regard des lièvres et des rennes, en quête de son écorce nourricière. Au fil du temps, les bouleaux, comme de nombreux autres végétaux, ont développé des mécanismes de défense plus ou moins efficaces pour contrer les assauts des herbivores, ce qui va influencer la composition du paysage forestier. Ainsi, les herbivores sont bien plus que de simples consommateurs, ce sont également des jardiniers de la forêt, contribuant à sa régénération et à sa diversité. Une écologue s'intéresse à ce drôle de phénomène, Tamara Hiltunen. Mes recherches portent sur la façon dont l'interaction entre les rennes et la forêt boréale influence l'écosystème et comment cela évolue en fonction du changement climatique. Les rennes sont une espèce migratrice et se déplacent à différents endroits de la forêt en fonction des conditions climatiques et de la végétation. Il est donc assez difficile de trouver des traces de pâturage de rennes dans cette vaste zone de forêt. Parce que c'est si subtil, c'est là, mais c'est très difficile à trouver. On peut voir qu'un renne a mangé cette herbe. Une ou deux feuilles ont été coupées et les autres sont encore intactes. Lorsque les rennes se déplacent dans la forêt, ils cueillent et choisissent au fur et à mesure ce qu'ils aiment. Ils vont prendre une petite bouchée ici, une petite bouchée là. Ils sélectionneront ce qu'ils préfèrent. Des herbes aux feuilles de bouleau en passant par les plantes à feuilles caduques, certaines plantes à fleurs et les lichens. À la manière d'un buffet, les rennes vont choisir ce qu'ils veulent dans la quantité qu'ils désirent. Ainsi, lorsqu'ils se déplacent simplement en pâturant, ils ont un impact sur la structure de la végétation. Et de cette façon, ils contribuent à façonner la forêt. Ici, nous avons un champignon qui a été dégusté. De toute évidence, ça n'avait pas très bon goût. On peut voir que le renne a piétiné la végétation. On dirait qu'il a laissé une trace de sabot en s'éloignant. Cela crée une ouverture dans la mousse, une petite zone où le sol est exposé et où la lumière pénètre. Cela permet à un plant de germer, de commencer à pousser. Les excréments de rennes sont un moyen très utile d'étudier leur régime alimentaire. C'est aussi une source d'engrais pour les sols où ils sont déposés. Et cela permet aux plantes de continuer à pousser. Puis les rennes peuvent manger ces plantes. C'est le cycle de la vie, l'absorption des nutriments, puis leur retour dans la forêt à un endroit différent, ce qui favorise sa croissance. Lorsque vous prenez un renne, ce qu'il fait dans la forêt peut sembler insignifiant.
Un peu d'engrais par ici, des piétinements par là. Ils se couchent, écrasent la végétation, mangent les plantes. Mais si l'on pense que l'ensemble de la forêt boréale compte plusieurs millions de rennes, leur contribution au façonnement de la forêt est immense. Et ce que nous voyons aujourd'hui a été créé par eux au fil des siècles. Il y a 60 ans, des scientifiques ont décidé de prendre une zone de forêt et de la clôturer. Exclure les gens, exclure les rennes et voir ce qu'il se passe. Le simple fait de retirer les rennes d'ici pendant plus de 60 ans a permis aux lichens d'atteindre leur pleine hauteur et leur pleine capacité. C'est presque comme une forêt miniature à elle seule. Voir cette couverture de lichen m'étonne toujours, car cela ne ressemble à rien d'autre dans ces forêts du Nord. Mais l'augmentation de la couverture lichénique diminue la diversité des autres plantes qui poussent ici. Parce qu'aucun renne ne la piétine, il n'y a pas ces petites zones qui s'ouvrent à la lumière et qui laissent passer plus d'humidité et permettent à la plante de germer. Vous n'avez plus qu'un tapis entier de lichen. Et cela pourrait avoir des conséquences complètement différentes sur l'évolution de la forêt et sa capacité à absorber le carbone. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Quelle est la mesure finale? 440,2. Les lichens sont blancs. Ils ne sont pas très efficaces en termes de photosynthèse. Par conséquent, ils n'absorbent pas le dioxyde de carbone aussi efficacement qu'une plante verte. Sans les rennes, on aurait une zone complètement dominée par les lichens, ce qui aurait un impact sur l'absorption du dioxyde de carbone dans cette partie de la forêt, avec des conséquences sur le changement climatique par l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Tout est important dans le système de la forêt boréale. Ainsi, la suppression d'un objet, d'un animal, d'une plante a un effet en cascade sur tout le reste du système. On n'imagine pas que les rennes de la forêt boréale puissent avoir des répercussions sur notre vie quotidienne à tous. Mais en réalité, ils ont un impact énorme sur la capacité globale des forêts du Nord à séquestrer le carbone. Cela nous donne une idée de leur rôle dans la sauvegarde de la planète. Malgré les razzias d'herbivores, les températures extrêmes et les feux de forêt, la taïga trouve toujours le moyen de se régénérer. Et chaque essence d'arbre déploie sa propre stratégie pour prendre le dessus sur les autres. À ce petit jeu, notre boulot n'est pas en reste. C'est un arbre pionnier, le lièvre de la forêt. Il colonise les territoires laissés vides comme aucun autre. Ces graines légères sont transportées par le vent avec facilité. Une fois arrivées au sol, elles n'ont pas besoin de beaucoup de nutriments pour prendre racine. Et bien vite, notre boulot dépasse les hautes herbes. C'est le premier arbre, l'annonciateur de la forêt. Il a une vitesse de croissance éclair, lui permettant d'atteindre 1 mètre la première année. À 5 ans, il peut faire 8 mètres. À 15 ans, notre sprinter fait 10 mètres de haut et a toujours une bonne longueur d'avance sur les conifères qui, dans l'ombre, ne se laissent pourtant pas décourager. À 40 ans, notre boulot atteint sa taille définitive
une trentaine de mètres tout au plus pour 50 cm de diamètre. À bout de course, il se laisse alors dépasser par les conifères qui, à leur tour, le plongent dans l'obscurité. Dans le meilleur des cas, il atteindra tout de même les 100 ans avant que la forêt ne se referme définitivement sur lui. Mais un invité surprise précipite bien souvent son destin. Le polypore. Dmitri Shigel, chercheur à l'université d'Helsinki, s'intéresse à ces drôles de champignons décomposeurs qui redessinent parfois à leur guise les cartes du monde des interdépendances. La forêt est une chose complexe. Lorsque vous l'abordez en tant que non-biologiste, vous ne voyez que de vastes terres couvertes d'arbres. Mais pour moi, ce sont toujours les petites choses, presque invisibles, qui m'ont attiré dans les bois. Je cherche un type de champignon très particulier, le polypore. La plupart du temps, il est invisible à l'œil nu. C'est un Fomes fomentarius, un polypore très courant du bouleau. Il est bien nourri et heureux ici. Et puis il y a de très beaux acariens bruns qui marchent à sa surface. Il y en a plusieurs. Ce champignon a profité de la vie de l'arbre, et maintenant la vie du champignon profite aux invertébrés. C'est un très petit champignon, mais il y a beaucoup de vie ici. J'essaie toujours de découvrir comment les espèces interagissent les unes avec les autres, comment les champignons interagissent avec les insectes et avec les arbres, et toutes ces complexités, toutes ces interconnexions entre les espèces. Lorsque l'arbre est vivant, il n'y a pas beaucoup de vie dessus, parce que l'arbre est très fort et qu'il se protège chimiquement. Il fait son travail d'arbre, mais il empêche l'arrivée d'un trop grand nombre d'espèces. Il protège la forteresse. Lorsque le polypore colonise l'arbre et s'y établit, le mycélium commence à se développer sur les fibres du bois. Le bois n'est pas très facile à manger, mais les polypores possèdent des propriétés enzymatiques très particulières. Ils ont une chimie très puissante qui leur permet de casser les molécules de bois et de s'en servir pour se développer. Ces processus sont invisibles à l'œil nu. Cela dure des années, voire des décennies. Et lorsque le champignon a consommé la quasi-totalité de l'arbre, les fruits du champignon apparaissent. Ce sont en fait leurs organes de reproduction. Ils sont le moyen pour le champignon de sortir de l'arbre où il vivait. Donc, d'une certaine manière, quand on voit un polypore sur l'arbre, ce n'est pas le début de l'histoire. Ce que nous voyons, c'est la fin. C'est le stade final et terminal de la présence fongique dans l'arbre. On les considère souvent comme un agent de mort et de décomposition. C'est très différent pour moi quand je vois un polypore. Pour moi, c'est un signe de santé. C'est un signe de stabilité de la forêt, de richesse et de biodiversité. C'est pour moi le signe qu'un processus forestier très important est en cours. Il n'y a pas de frontière nette entre la vie dans les arbres morts et la vie dans le sol forestier. C'est une transition. Lorsque l'arbre finit par se dégrader complètement, il contribue à la richesse du sol forestier. On parle donc de bois mort, de Lignum mortuum. Mais en fait, c'est à ce moment-là qu'il est si riche en vie.
Donc cette dégradation de la forêt, ces cycles de décomposition sont essentiels à l'ensemble de la chaîne alimentaire de cette forêt. Sans eux, tout ne ferait que croître et s'accumuler, et la forêt ne fonctionnerait pas s'il n'y avait pas de dégradation. Nous ne savons pas grand-chose de la présence de champignons dans les arbres. Nous voyons souvent le résultat. Nous voyons que l'arbre est affaibli ou nous voyons les fruits. Nous les voyons donc lorsque la majeure partie de leur travail biochimique est terminée et que les ressources sont exploitées. Mais nous ne savons pas grand-chose du début de l'histoire. Cela se produit donc par le biais de très petites spores. C'est comme pour les graines, mais les spores sont beaucoup plus petites, beaucoup plus légères, et le vent les emporte. Elles s'établissent alors partout où elles le peuvent. Certains champignons pourraient commencer à s'établir dans le sol et pénétrer dans l'arbre par les racines. Ensuite, la colonne progresse depuis la base de l'arbre jusqu'en haut. Mais elles peuvent aussi être emportées par le vent et entrer dans les creux de l'arbre ou par des branches mortes. Elles entrent dans l'arbre et commencent à y vivre. Très probablement, les processus se déroulent des deux manières. Parfois elles viennent du bas et d'autres du haut. Mais nous ne savons pas si c'est lié à un type de champignon. Nous en savons très peu. La couronne est inexplorée. On va devoir grimper. Je suis sûr que la colonisation fongique a commencé ici il y a des années. Même si nous ne voyons aucun fruit de champignon ici, des spores atterrissent tout le temps. Mais seules les plus chanceuses ont la chance de s'y établir. Les polypores sont à la base du fonctionnement et de la stabilité de la forêt. Il est donc très important de comprendre la complexité des interactions entre les espèces, ainsi que les limites et la fragilité de ces systèmes. Aux confins des ombres et de la lumière, les champignons décomposeurs jouent une partition complexe. En orchestrant la vie et la mort, ils influencent les relations d'interdépendance entre les organismes et célèbrent ainsi le cycle perpétuel de la forêt, où chaque fin n'est que le prélude d'un nouveau commencement. Notre bouleau, témoin de 50 années de vie forestière, a lui aussi bravé d'innombrables assauts biologiques lancés par des champignons, des bactéries, des coléoptères, des larves de papillons et des mammifères. Pour se défendre, il s'appuie sur un système immunitaire complexe. L'écorce protectrice de notre arbre est riche en composés chimiques tels que la salicine, réputée pour ses propriétés répulsives. Sa blancheur éclatante déroute les parasites, qui préfèrent les écorces sombres des conifères où règnent chaleur et humidité. L'écorce du bouleau peut même s'exfolier en fines couches pour éjecter les intrus les plus audacieux. Les feuilles, quant à elles, se drapent de tanins, des composés naturels amers et astringents destinés à dégoûter les agresseurs. De leur côté, les racines du bouleau nouent une alliance avec les champignons mycorhiziens présents dans le sol. Ce partenariat stimule les défenses immunitaires du bouleau et l'aide à puiser les nutriments essentiels à sa survie. En tissant une barrière protectrice autour des racines, les champignons symbiotiques dissuadent aussi les agresseurs qui tenteraient d'attaquer la forteresse par les voies souterraines. Dans ce théâtre où les êtres vivants s'affrontent et coopèrent, un acteur discret compte les points tant il fait partie du décor, le lichen. Lilith Weber, doctorante au musée d'histoire naturelle d'Helsinki, s'intéresse à son fonctionnement, mais aussi à la façon dont le lichen influence le reste du vivant
et contribue à façonner lui aussi la structure de la taïga. Lorsqu'on se déplace dans la nature, et quand on regarde un peu plus près, on le voit tout de suite. Que ce soit sur les arbres, sur l'écorce, sur le bois mort, sur le sol, sur la pierre, les lichens sont présents partout dans la forêt. Je m'intéresse à la diversité des espèces qui existent aujourd'hui dans la région subarctique, à la fois à leur écologie et à leur biodiversité. La plupart des gens n'y prêtent pas attention, ou lorsqu'ils en voient, ils pensent qu'il s'agit d'une autre plante, ou peut-être même de débris végétaux. Mais les lichens sont en réalité des organismes très particuliers. Les lichens ne sont pas un seul organisme, mais une association de plusieurs organismes. Il y a d'une part un champignon qui forme la structure visible du lichen. Ce champignon offre une protection et fournit des minéraux et de l'humidité en absorbant l'eau de pluie. Et protégés par ce champignon, vivent des algues qui, à partir de l'énergie solaire, produisent des glucides qui nourrissent le champignon. Les lichens sont un merveilleux exemple, peut-être le meilleur exemple, de coexistence que l'on peut trouver dans la nature. Cette association les rend également beaucoup plus forts. On les retrouve dans les déserts les plus arides, dans l'Arctique terriblement froid, tout en haut des montagnes. Les conditions difficiles qui règnent ici, dans la forêt boréale, ne sont pas un problème pour les lichens. Et ce précisément parce qu'ils forment une symbiose, parce que le champignon et l'algue se protègent mutuellement. Je pense que j'ai trouvé une hypogymnia. Comme de nombreuses espèces, elle préfère l'écorce de bouleau, car elle n'est pas aussi acide que celle des conifères que l'on trouve ici. Mais je n'en suis pas tout à fait sûre. Il y en a plusieurs qui se ressemblent beaucoup. Je vais devoir l'examiner de plus près. Il existe dans la région subarctique une très grande variété d'espèces que nous ne connaissons pas encore. Une diversité totalement inexplorée qui reste à découvrir. Les lichens jouent bien entendu un rôle très important dans l'écosystème. Les oiseaux les utilisent pour construire leurs nids. Et de nombreux insectes et autres invertébrés vivent dans les lichens, s'en nourrissent et peuvent les utiliser pour se camoufler. Et puis, bien sûr, il y a les rennes, qui se nourrissent de lichens. Quand tout est quasiment mort et recouvert de neige, ils permettent aux rennes de passer l'hiver. Mais les lichens jouent également un rôle crucial, car ils apportent des nutriments au sol. Grâce à leur symbiose unique, ils sont capables de fixer l'azote de l'air et de le transmettre presque directement dans le sol. Et ainsi, ces nutriments sont disponibles pour pratiquement toutes les autres plantes. De la mousse à l'arbre, tout commence par le lichen. Et c'est particulièrement important ici, juste à la limite de la forêt, où le paysage est très ouvert, où le vent souffle et le soleil tape fort. Ils peuvent s'établir dans des lieux où rien d'autre ne vit. Et ainsi, très lentement, au fil des années, des décennies, des siècles, un champ de lichen est remplacé par une forêt.
Alors ils vont chercher de nouveaux territoires. C'est ainsi que lentement, la forêt va se déplacer. Les lichens sont pratiquement à l'origine de toute la forêt boréale. Ils sont probablement le meilleur exemple d'une coopération mutuellement bénéfique, où deux petites choses se rejoignent et créent ensemble quelque chose de plus grand, qu'elles ne pourraient pas créer seules. C'est une leçon pour nous, une manière de travailler ensemble sans s'exploiter les uns les autres, ni exploiter l'environnement. La planète et la nature nous apportent beaucoup, et nous lui rendons très peu en ce moment. C'est pourquoi je pense que nous avons encore beaucoup à apprendre des lichens. À l'approche de l'hiver, notre bouleau se sépare de ses feuilles, dévoilant ainsi l'ensemble de son architecture. En les laissant tomber, il économise de l'énergie pendant la nuit polaire, où la lumière est rare et la photosynthèse pratiquement inexistante. Il se met en dormance en quelque sorte, pour préserver ses ressources. Il va même jusqu'à se déshydrater presque complètement. Avant l'arrivée du froid, il déplace l'eau et les nutriments de ses feuilles vers son tronc, ses branches et ses racines, réduisant ainsi considérablement le risque de dommages causés par la formation de glace dans ses tissus. Dans la forêt boréale, quelle que soit la saison, les vents violents et les tempêtes ne sont jamais bien loin. Grâce à une structure souple et une écorce lisse, le bouleau parvient à plier sous les rafales sans céder. Ses branches fines et légères lui confèrent une capacité d'adaptation remarquable face aux vents puissants. Contrairement à ses congénères rigides qui s'entrechoquent et se brisent, le bouleau s'incline gracieusement et se redresse, prêt à affronter la prochaine bourrasque. Ses branches fines et souples, ses courbes naturelles deviennent un avantage. Et tant pis s'il donne l'impression de courber les chines. Sa survie en dépend. Les conifères, qui paraissent pourtant les plus solides, sont les premiers à tomber. Dans leur chute, ils emportent avec eux tout un monde. Mais contre toute attente, ils en créent aussi de nouveaux. Tuomas Akala, professeur à l'Université de l'Est de la Finlande, est spécialiste des perturbations forestières liées aux intempéries. Il étudie la façon dont les arbres tombés redistribuent la vie, tissant de nouvelles interdépendances entre espèces. La beauté de la forêt boréale ne vient pas uniquement de quelques beaux spécimens d'arbres ou de magnifiques paysages sauvages. Pour moi, sa plus grande beauté se cache dans le fonctionnement de son écosystème forestier tout entier. Quand un arbre tombe avec ses racines, le sol minéral se retrouve mis à nu. C'est ce que l'on appelle un chablis. C'est un nouvel habitat dans la forêt, où certaines espèces vont pouvoir se développer. Un autre changement très soudain est bien sûr la formation d'un trou dans la canopée, à partir duquel le soleil peut briller dans les zones jusqu'alors sombres de la forêt. La lumière touche désormais le sol exposé et fait émerger une oasis miniature. On voit même ici une petite pousse de bouleau.
Sans ce trou dans la canopée, cette graine n'aurait jamais pu émerger à l'ombre des épicéas. Mais maintenant, elle a de bonnes chances de se développer et de trouver sa place dans la forêt. Et c'est ainsi que commence, à une toute petite échelle, une nouvelle phase du cycle de vie de la forêt. Lorsque nous faisons des recherches sur le terrain, nous mesurons les arbres qui meurent dans les perturbations et les tempêtes. Car ce qui est particulièrement intéressant, c'est l'histoire de ces arbres. Plus de 35 mètres. C'est 180 ans de croissance avant qu'ils ne tombent. Un des géants de la forêt. C'est exceptionnellement long pour un épicéa. Si on sait la lire, on peut connaître l'histoire de la croissance de l'arbre. S'il est lui-même né d'un chablis, s'il a grandi lentement à l'ombre, ou si, grâce à une tempête qui a ouvert la canopée et laissé entrer la lumière, il a connu une croissance plus rapide. Il est également possible de connaître l'année de la mort de l'arbre. Grâce à toutes ces informations, on peut mieux comprendre l'impact des tempêtes sur le développement de la forêt. Lorsqu'un arbre tombe à cause du vent, les conditions changent de manière significative, mais sur une zone très limitée. Lorsqu'une plus grosse tempête fait tomber tous les arbres sur la moitié d'une île, comme ici à Juuteninen, le paysage peut ressembler à une mer d'arbres morts pendant les premiers jours, les premières semaines ou même les premiers mois. Ici, il y a presque 20 ans, une tornade avec des vents de plus de 300 km/h a couché en quelques heures une forêt de pins centenaires. Pour certains, peut-être, la première réaction devant un tel paysage détruit par le vent, c'est de penser que c'est une catastrophe. Mais pour moi, c'est un exemple de la façon dont la mort amène une nouvelle vie et de nouveaux types de ressources. Très vite, les graines d'une nouvelle génération d'arbres, portées par le vent, arrivent de la forêt environnante. Dans ces conditions où la lumière est soudainement abondante, les espèces d'arbres pionniers, comme le bouleau et le pin, commencent à se disputer cette nouvelle zone de reproduction. Et un peu selon les circonstances, l'un ou l'autre peut prendre le dessus. Ce pin semble très vert et vivant, mais ses jours sont inévitablement comptés. Ces deux bouleaux autour de lui l'ont clairement déjà dépassé et lui font de l'ombre, parce qu'il a besoin de beaucoup de lumière pour pousser. Il ne pourra bientôt plus grandir et finira par mourir. C'est un excellent exemple de compétition après la destruction par une tempête, où le destin des arbres est déterminé par le type d'endroit où ils sont nés et le type d'arbre qui naîtra ensuite autour d'eux. Ceux qui gagnent la compétition initiale deviendront les arbres dominants de la prochaine génération. Même si cette forêt semble aujourd'hui dominée par le bouleau, cet événement naturel qu'est la tempête a également permis aux trembles, aux sorbiers et à toute une variété de plantes de trouver ici leur place. À partir d'une forêt de pins relativement uniforme, on a désormais une structure forestière riche et diversifiée, dont les champignons, les insectes
et toute la chaîne alimentaire vont pouvoir profiter. Par le passé, ces événements étaient considérés comme des exceptions ou des catastrophes dans le développement de la forêt. Mais plus nous approfondissons ce sujet, plus il apparaît clairement que non seulement les arbres savent s'adapter à ces perturbations, mais qu'elles sont un élément clé du développement de tout l'écosystème forestier. Face aux tempêtes, la forêt renaît toujours. Mais avec le changement climatique, les vents deviennent de plus en plus violents et fréquents. Les températures toujours plus élevées, les précipitations toujours plus faibles, bouleversant les liens tissés au sein de la communauté des vivants et redessinant les contours de la taïga. Face à ces perturbations sans précédent, notre boulot fait preuve d'une ingéniosité remarquable. Grâce à son patrimoine génétique, il peut ajuster son cycle de croissance et de dormance pour tirer le meilleur parti des conditions changeantes. Il peut aussi réguler sa transpiration pour résister aux sécheresses et aux canicules, réduisant ses pertes d'eau et préservant l'humidité nécessaire à sa survie. Ainsi armé, il peut compter sur sa descendance pour coloniser de nouveaux territoires. Chaque automne, il libère des millions de graines ailées très légères, capables de parcourir jusqu'à une centaine de kilomètres au gré des vents, se frayant un chemin vers le nord où elles trouveront des conditions plus favorables à leur épanouissement. La diversité génétique qui en découle façonne des populations capables de s'adapter, renforçant ainsi la résilience de l'écosystème forestier. Mais le changement climatique en cours est d'une telle rapidité et d'une telle intensité que l'avenir du boulot est incertain. De nombreux réseaux d'interdépendance s'effondrent déjà. La forêt boréale est confrontée à une situation d'urgence et des voix inquiètes s'élèvent pour alerter sur les conséquences des activités humaines. Parmi elles, celle de Jarmo Pico, activiste. Depuis la dernière période glaciaire, la majorité des forêts ont été laissées tranquilles. Mais il y a quelques décennies, l'homme a commencé à les couper à grande échelle. En Finlande, plus que partout ailleurs dans le monde. Aujourd'hui, seulement 5% des forêts en Finlande sont encore à l'état naturel. Et c'est ce qui m'a poussé à devenir un défenseur de la nature. Dans la forêt boréale, lorsqu'on la laisse à l'état naturel, le carbone s'accumule continuellement pendant des milliers d'années. Non seulement dans les arbres qui sont debout, mais aussi dans les arbres morts. Ceux qui sont par terre et qui finissent par s'enfoncer dans le sol. Cela représente des réserves immenses. La forêt boréale est donc une sorte de chambre froide qui s'étend sur tout l'hémisphère nord. Une chambre froide de carbone. Mais elle ne le restera que si le climat reste suffisamment froid. Au fur et à mesure que le climat se réchauffe, le carbone commence à se libérer et la décomposition s'accélère. Tout cela réchauffe encore davantage le climat, accélérant encore davantage la libération du carbone. C'est un cercle vicieux. Avec un groupe de scientifiques et de passionnés de la nature, nous avons alors décidé de faire ce que personne n'avait jamais fait, cartographier ces forêts et identifier les espèces menacées qui les peuplent. Et du nord au sud et d'est en ouest de la Finlande, nous avons commencé à obtenir leur protection. La protection de la forêt boréale est l'un des moyens les plus simples, sinon le plus simple, de lutter contre le changement climatique.
Les spécialistes estiment que l'on devrait protéger 50% de la surface de la forêt boréale pour pouvoir assurer son bon fonctionnement. Car si on perd sa capacité de stockage de carbone, alors toute la partie est perdue. Si nous voulons préserver cette biodiversité, si nous voulons maintenir un climat viable, alors nous devons complètement changer notre façon de penser, notre attitude envers la nature. Si nous perdons ces forêts, nous perdrons la base qui nous permet de vivre. Les forêts boréales sont essentielles à la vie sur Terre.